Je vais vous présenter donc aujourd'hui le centre de formation Apinov. Moi je me présente, je m'appelle Benjamin Poirot, j'ai 40 ans, je suis apiculteur, mon père était apiculteur et c'est comme ça que je suis né dans les abeilles. Je suis chercheur de formation, biochimiste, et donc j'ai créé il y a maintenant 14 ans un centre de recherche et de formation en apiculture qui s'appelle Apinov. Dans la société, nous sommes 8, essentiellement des ingénieurs et des chercheurs, avec une raison d'être qui est d'essayer de comprendre le fonctionnement des abeilles pour améliorer leur survie et puis aider les apiculteurs dans leur travail. Le centre de formation se situe à La Rochelle, en France, et on travaille un petit peu partout dans le monde. On a 4 métiers. Le premier, c'est d'aider les apiculteurs en termes de formation. On reçoit environ 400 stagiaires par an. Le deuxième, c'est la partie sélection génétique. Pour ça, on a un cheptel d'environ 300-350 colonies, avec essentiellement des reines F0, donc des reines inséminées ou issues de stations, dont on va évaluer les performances, et ainsi que leurs descendants, des F1. Et l'objectif, c'est d'essayer de sélectionner les meilleures abeilles pour qu'ensuite les groupes de sélection puissent les utiliser. Notre troisième métier, c'est la santé de l'abeille. Dans ces cas-là, on travaille avec des laboratoires pharmaceutiques et on essaye de comprendre, surtout pour le varroa, pourquoi il y a des résistances des varrois aux acaricides et comment on peut améliorer les traitements pour essayer, encore une fois, de sauver les abeilles sur cette maladie qui est très importante. Et le dernier métier, c'est la partie biosurveillance, où là, on va évaluer les impacts des activités humaines sur la santé des abeilles, via notamment des biomarqueurs. Là, l'objet, ça va être de vous discuter élevage et notamment sélection. Globalement, les groupes de sélection en génétique animale, il y a les producteurs, donc les producteurs de miel. Il y a également donc, la partie multiplication, donc soit de la production d'essaims, soit de la production de reines. Ce qui est spécifique aux abeilles, c'est que les producteurs de miel sont aussi bien souvent des éleveurs. Ils vont eux-mêmes produire leurs propres reines, leurs propres essaims. Il existe quelques exploitations qui sont spécialisées dans la production de reines et la production d'essaims en Europe, mais globalement, ça reste des producteurs de miel aussi. Et puis la dernière partie, c'est la sélection. Donc là, c'est quand je multiplie une reine pour produire des cellules royales ou d'autres reines vierges, eh ben, on va essayer de greffer sur des reines qui sont des reines de sélection, généralement des reines inséminées. C'est sur cette dernière partie que je voudrais assister dans cette petite vidéo, parce que ça fait l'objet justement de tout un plan de sélection au niveau international. Le but de ce projet-là, c'est d'essayer de faire progresser les performances des abeilles. Donc, par exemple, si on parle de la production de miel, si les ruches produisent 50 kg en moyenne, avec certaines ruches qui font 100 et d'autres qui font 0, comment on fait pour que la production moyenne passe de 50 à 60, 70, 80 kg? Comment on fait pour progresser en termes de productivité de miel, mais aussi sur d'autres critères, comme la paresse à l'essaimage, la douceur ou la résistance aux maladies. Pour faire ça, il va falloir respecter plusieurs étapes. La première, et elles sont toutes très importantes, mais on est vraiment balbutiant au niveau européen et au niveau international sur cette partie-là. Donc on commence par choisir des critères de sélection. Typiquement, des apiculteurs veulent faire du miel, mais d'autres souhaitent produire des essaims, et dans ces cas-là, ce qu'ils vont viser, c'est le couvain et pas forcément le miel. D'autres qui vont mettre des abeilles peut-être en ville vont vouloir de la douceur. Enfin, ça peut être de la résistance aux maladies ou l'hivernage. Donc finalement, les apiculteurs n'ont pas forcément tous les mêmes attentes, alors que les reines qui sont vendues sont dites des reines de sélection, mais sans préciser les critères sur lesquels elles ont été sélectionnées. Et ce n'est pas les mêmes quand on est en Europe du Nord qu'en Europe du Sud, et en fonction des activités. Donc il faut se mettre d'accord d'abord sur les critères. Ensuite, il va falloir évaluer ces critères, et pour ça, il va falloir que les mesures soient simples et qu'elles soient objectives. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire elle est bonne ou elle est mauvaise, sans dire précisément par rapport à quoi on se fie. Et là-dessus, il y a quelques éléments, mais ça en reste encore balbutiant. Ensuite, on verra dans la diapo d'après le recueil des informations, comment je collecte toutes ces données pour finalement savoir où sont les bonnes reines et quelles performances elles ont. Et enfin, il va falloir les évaluer. Finalement, toutes ces reines, c'est savoir où sont les meilleures une fois qu'on a collecté toutes ces infos. Pour le recueil des infos, il faut commencer par identifier les reines, leur donner un nom. Et là-dessus, encore une fois, c'est la base, mais il n'y a pas d'éléments aujourd'hui en Europe. Les abeilles de type Carnica avec Bibride en Allemagne ont une codification, mais sur les bucphas, qui sont majoritairement les abeilles utilisées par le reste des producteurs de miel, on va dire en Europe, il n'y a pas de codification internationale aujourd'hui qui peut être utilisée. Il existe des codifications qui sont
dans certains sites web, mais si on change de site ou si on change de méthode, les codifications ne suivent pas. Il y a souvent des noms réduits, mais qui ne sont pas suffisants pour pouvoir faire derrière de la généalogie. Donc pour pouvoir savoir qui est la mère, qui est le père et où sont les descendants, il faut déjà leur donner un nom, et cette brique-là est manquante pour l'instant. L'évaluation des performances, il faut qu'elle soit absolument normalisée. Donc là, par contre, il y a des choses qui ont été décrites, il y a des méthodes et ça commence à se mettre en place. Et enfin, à la fin, typiquement pour aller plus vite, c'est le génotypage. C'est ce qui est utilisé dans le reste du secteur animal. Donc au lieu, nous, de mesurer le phénotype, la performance, on peut savoir si oui ou non, elles ont déjà des gènes de résistance aux maladies ou des gènes de production de miel, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est encore inexistant. Il y a de nombreuses études qui ont été lancées, qui coûtent très cher, au niveau européen, mais les résultats ne sont pas encore concluants, c'est trop tôt. Au niveau du schéma de sélection, la plupart des apiculteurs qui font de l'élevage, qui veulent multiplier, se fient sur une information qui est d'où viennent ses parents, ce qu'on appelle la sélection sur ascendant, en se disant si les parents sont bons, alors les descendants doivent être bons. Et ça, malheureusement, ce n'est pas tout le temps vrai. Ce n'est pas parce qu'on greffe sur une reine inséminée et que les mâles sont contrôlés que les descendants vont être bons. C'est la plus mauvaise manière de sélectionner une reine. C'est nécessaire pour le recyclage du progrès génétique, on ne greffe pas sur n'importe quoi, mais en même temps, ce n'est pas du tout suffisant. Il est nécessaire de faire une sélection massale sur toutes les reines qui sont produites. Une fois que j'ai accouplé donc, des reines vierges et des mâles, il faut que je les mette en production pour pouvoir mesurer concrètement leur performance. Et là, ça me permettra de voir au bout d'un an en général si elles répondent à mes objectifs de sélection. Et une fois que ça c'est fait, le deuxième pas, et qui est extrêmement important, c'est de vérifier sur les collatéraux et les descendants. Ça veut dire est-ce que les cousines, les sœurs et surtout les filles présentent les mêmes critères de performance. Si ma reine fait du miel et que les descendants en font aussi, alors ça veut dire que c'est transmissible. Et seuls les caractères transmissibles sont intéressants en sélection, parce que sinon il n'y a aucun intérêt à sélectionner sur quelque chose qui ne l'est pas. C'est aujourd'hui la problématique, l'identification des reines est très peu faite, ou en tout cas il y a beaucoup d'erreurs, donc on n'a pas les éléments généalogiques et il y a encore moins le recueil des informations. Mais si on a tout ça, et en Europe ça commence à arriver, alors dans ces cas-là on va pouvoir commencer à modéliser et récupérer des vraies données de performance, ça s'appelle un BLOP, une méthode statistique qui permet de savoir réellement, indépendamment de l'environnement et de l'apiculteur, où sont les meilleures reines en fonction des critères que l'on a choisis. Production de miel, douceur, essaimage, résistance aux maladies, classiquement. Globalement, le cercle en fait vertueux, c'est si je veux choisir des reines et des mâles pour les accoupler, d'abord il faut que je puisse contrôler les accouplements, c'est là où il y a énormément de travail, typiquement insémination et station de fécondation. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai contrôlé les fécondations, je vais les mettre donc en production pour vérifier leur performance. Quand j'ai trouvé les meilleurs, là c'est donc l'intensité de sélection, autour de 20%, je vais regarder s'il y a bien transmission à la descendance. Ça va me donner la précision de la mesure. Et toutes ces données, au bout de 2 à 3 ans, je vais les recueillir sur une base de données et les trier, les indexer pour retrouver du coup les meilleures reines et meilleurs mâles possibles que je vais croiser ensemble, encore une fois pour améliorer. Et ces meilleurs, naturellement, ça sert à faire de la diffusion génétique. Et donc classiquement, les entreprises, ou quand on fait de l'élevage, idéalement, on travaille sur des reines dont les performances ont été évaluées et également sur leurs descendants. Et si ça marche bien, je prends l'exemple des Carnica en Allemagne, ça permet de voir sur des critères comme la production de miel, la douceur, la tenue au cadre, la paresse à l'essaimage, l'hygiénisme et le développement du varroa. Donc tous ces critères, on voit qu'il y a une progression. C'est uniquement parce qu'ils ont un modèle avec un blob et énormément de données. Il y a près de 150 000 reines qui ont été évaluées en 20 ans. Et donc les progrès génétiques sont vraiment extraordinaires à avoir. Et notre objectif, c'est de pouvoir, un petit peu comme c'était fait sur les Carnica, participer au développement, à la sélection des abeilles des autres races, comme les buckfast, les abeilles noires, toutes les autres races ou même les ligustica, peuvent avoir le même progrès génétique, mais pour ça, il faut passer par toutes les étapes qu'on a vues avant. Ça, c'est notre métier en France et c'est ce qu'on essaie de développer aussi en Europe. Je vous remercie.